Par une nuit d'automne 1977, un pasteur et sa jeune fille disparurent de leur village comme s'ils n'avaient jamais existé. Pendant près de 30 ans, on pensa à une fugue. La police attribua l'incident à un accident, une cause perdue. L'Église garda le silence. Mais pas l'épouse. Puis, un matin d'octobre, le téléphone sonna. La voix d'un policier s'est fait entendre et un secret vieux de 27 ans a été révélé, ainsi que des détails déchirants. 2004 au Eldridge. Sarah Freeman menait une vie tranquille à la périphérie d'Eldridge, en Arkansas, une petite ville nichée derrière de vieux érables, aussi silencieuse que le chagrin qu'elle portait depuis près de 30 ans. À 63 ans, Sarah n'était plus la femme dynamique qu'elle avait été. Elle vivait dans une petite maison en bois ancienne aux bardeaux usés et aux murs couverts de couches de peinture délavée. Pas de mari, pas d'enfant, pas de foi en Dieu. Tout cela était la conséquence de cette nuit d'automne 1977, la nuit où son mari, le révérend Elijah Freeman, et leur petite fille, Grace, avaient disparu sans laisser de traces. On disait qu'elle s'était égarée. L'Église déclarait qu'elle était partie à cause d'une crise spirituelle. Certains murmuraient qu'elle s'était enfuie avec sa fille. Mais Sarah n'y croyait pas. Elijah n'était pas un lâche. Et il n'aurait jamais enlevé Grace sans un mot. Pendant 27 ans, il a cherché la vérité, jusqu'à ce que les gens l'oublient, jusqu'à ce que les archives prennent la poussière. Il a abandonné. Il a cessé de prier, d'aller à l'église. Il a survécu, mais il ne vivait pas vraiment. Jusqu'à ce matin-là. Sarah préparait du café dans sa petite cuisine, la lumière du soleil traversant les rideaux et illuminant une vieille photo sur l'étagère, Elijah en chair, son bras autour d'une Grace souriante. Le téléphone fixe sonna. C'était un vieux téléphone à cadran qu'elle n'avait pas utilisé depuis des lustres. Sarah hésita, puis décrocha. Une voix grave et posée s'éleva à l'autre bout du fil. « Madame Sarah Freeman ? Ici le sergent Ronald Gall, du bureau du shérif du comté de Crawford. » Sarah fronça les sourcils. « Parlez, » dit-elle d'une voix prudente. « Nous avons reçu un rapport d'une équipe de bûcherons de la forêt nationale d'Ouachita, dans le sud-ouest. Un bûcheron a trouvé un vieux sac en toile, enterré sous les racines d'un arbre mort. À l'intérieur se trouvaient des vêtements sacerdotaux, une Bible et une poupée de chiffon. » Sarah se figea. L'air semblait raréfié. Sa main tremblait. « Pourriez-vous décrire ces objets plus en détail, sergent ?» demanda-t-il. « Oui, madame. La Bible porte le nom d'Elijah Freeman. Pourriez-vous venir les identifier ?» Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle resta immobile dans la cuisine, la main sur le combiné. Elle n'entendait plus la voix du policier, mais des échos du passé, les sermons d'Elijah dans le sanctuaire, le rire de Grace alors qu'elle courait dans le jardin. Une poupée de chiffon. Sarah se souvenait. Grace avait une poupée de chiffon avec de longs bras, une robe rouge et des cheveux en laine. Elle l'appelait Clarita. Elle ne la quittait jamais, même pour dormir. Quand elles disparurent toutes les deux, la poupée disparut aussi. Elle ne la retrouva jamais. Ce n'était pas une coïncidence. Elle le savait. C'était impossible. Sarah se rendit au commissariat ce matin-là. Le sergent Gall l'attendait et lui montrait des photos prises sur place. Le sac Adidas gris était délavé, le tissu effiloché au coin. La Bible était humide, mais le nom d'Élie était encore lisible. Les vêtements religieux noirs étaient vieux, mais la croix brodée au col était nette. Et enfin, Clarita. La poupée de chiffon, la robe rouge, les cheveux peignés, tachés par le temps. Il lui manquait un œil. Mais Sarah la reconnut instantanément. Elle tendit la main et effleura la photo. Ses doigts tremblaient. « C'était celui de ma fille, » murmura-t-il. Le sergent Gall hocha légèrement la tête et nota une note dans son carnet. « Nous sécurisons la zone. Mais comme le sac était enfoui assez profondément, nous pensons qu'il est là depuis des décennies. » « Comment a-t-on pu l'enterrer là ?» demanda Sarah, sans attendre de réponse. Elle se parlait à elle-même. Cet après-midi-là, Sarah rentra chez elle.
Elle s'assit dans le salon, la faible lumière de l'après-midi projetant des ombres sur de vieux souvenirs. Sur la table se trouvaient des documents imprimés du commissariat, soigneusement maintenus ensemble par un trombone. Mais elle ne les ouvrit pas. Elle ouvrit un vieux tiroir et en sortit une vieille carte locale, dont le papier jaunissait. La forêt nationale d'Ouachita se trouvait au sud-ouest de la ville, à plus de 15 kilomètres de l'église Mount Olive. Il n'y avait aucune raison que quelqu'un y enterre, accidentellement, un sac d'objets religieux. Sarah marqua la zone sur la carte. Elle ajouta une note, Clarita, où commence-t-elle? Elle comprit que ce n'était pas une découverte fortuite. C'était le premier signe depuis 27 ans. Et si elle ne faisait rien, personne ne le ferait pour elle. Cette nuit-là, Sarah ne dormit pas. Elle était assise près de la fenêtre, regardant le jardin où Grace jouait. Chaque souvenir lui revenait comme une petite aiguille piquant l'esprit. Elia disait, si tu ne trouves pas de lumière à l'église, apporte ta propre lampe. Sarah avait laissé sa lampe éteinte trop longtemps. Il était temps de la rallumer. Le lendemain matin, Sarah prépara un petit sac. Elle transportait la carte, les vieux carnets d'Elia et le petit médaillon de Grace. Avant de quitter la maison, elle s'arrêta devant la photo de famille et posa la main sur le visage d'Elia. On va le découvrir, murmura-t-elle. Le portail en bois se referma derrière elle. Le moteur démarra dans la faible lumière matinale. Le vieux pick-up de Sarah s'arrêta au bord d'un chemin de terre rouge qui s'enfonçait dans la forêt nationale d'Ouachita. Un cordon de police délimitait une zone de quelques mètres carrés. Sous l'épaisse canopée, la lumière du soleil peinait à pénétrer, plongeant la forêt dans l'obscurité et une atmosphère étrange comme si le lieu lui-même détenait un secret qu'il refusait de déranger. Sarah sortit de la voiture, son sac serré, le regard tendu et le pas hésitant. Elle n'était plus la femme qui marchait dans les bois quand elle était jeune. Désormais, chaque branche sèche qui craquait sous ses pieds la faisait s'arrêter. Mais quelque chose de plus fort que l'âge la poussait, le besoin de découvrir la vérité. Le sergent Ronald Gall s'approcha, baissant son chapeau. Il hocha la tête. Merci d'être venu. Nous avons conservé la scène telle que nous l'avons trouvée. Rien n'a bougé. Sarah hocha légèrement la tête, les yeux fixés sur la terre retournée. Le chêne où le sac a été retrouvé était mort depuis longtemps, son tronc creux, son écorce se décollant, comme s'il avait été témoin de trop de choses qui devaient être enterrées profondément. À quelle profondeur était-elle enterrée, demanda-t-il. Environ 70 centimètres. Le bûcheron l'a à peine vue. Heureusement, les racines de l'arbre se sont détachées après une forte pluie. Sarah s'est approchée du trou, d'où le sac avait été retiré et placé sur une bâche. Le sac était pourri, la fermeture éclair rouillée, mais il était encore suffisamment intact pour être identifié. Les vêtements du pasteur, la Bible et la poupée de chiffon rouge au Clarita étaient sur la bâche. Il se pencha et effleura la Bible. Sa main tremblait tandis qu'il tournait les pages. Sous le papier légèrement moisi de la première page apparaissaient des lettres manuscrites, l'écriture d'Elia, elle l'a reconnue immédiatement. Dieu voit tout. Je ne peux plus me taire. Sarah ferma les yeux un instant. Un long soupir s'échappa, comme si ces mots avaient traversé le temps, lui frappant le cœur. Quand as-tu écrit ça, demanda-t-il doucement. On ne sait pas. Mais l'encre est passée, donc on peut seulement dire que ça date d'il y a quelques décennies, répondit le sergent Gall en s'efforçant de garder son calme. Il se leva. Son regard parcourut la forêt à un endroit sauvage, sans chemin, loin de la route principale. Sarah réfléchit un instant, puis demanda. Pourquoi enterrer des choses ici? Ce n'est pas un endroit où l'on jette des choses sans raison. Gall haussa les épaules. Nous le pensons aussi. Mais pour être honnête, cette disparition est trop ancienne. Aucun membre de mon équipe n'a travaillé sur cette affaire. Les dossiers sont archivés, certains ont même disparu. Nous pourrons les rouvrir si nous avons de nouvelles preuves, mais pour l'instant. Sarah se tourna vers lui, le regard perçant. Comment appelle-t-on cela, sinon une preuve? Les vêtements d'un pasteur disparu, une Bible à son nom,
une poupée que sa fille portait et le dernier texte qu'il a écrit. N'est-ce pas suffisant pour le rouvrir? Gal resta silencieux quelques secondes, puis dit. J'en informerai mes supérieurs. Mais comprends-moi, Sarah, tout le monde n'a pas envie d'évoquer ce passé. Il se retourna silencieusement vers la voiture. Le sac ne pouvait pas être pris, c'était une preuve, mais Sarah a demandé à tout photographier, en particulier l'écriture. Il les a rangés dans son vieil appareil photo, puis a soigneusement noté chaque détail dans son carnet. Sur le chemin du retour, il roulait lentement, les yeux fixés sur les arbres qui passaient. Des questions ont commencé à se poser, pourquoi une forêt aussi isolée? Pourquoi les biens étaient-ils enterrés si profondément? Et pourquoi les enterrer plutôt que d'être brûlés ou jetés ailleurs? Quelqu'un voulait se cacher, mais laisser quand même un message. Cette nuit-là, Sarah a étalé les photos sur la table de la salle à manger. La lumière jaune brillait sur l'écriture d'Ellie. Il l'a réécrit plusieurs fois, chaque fois avec un trait différent, comme pour mémoriser chaque pli de son cœur. Dieu voit tout. Je ne peux plus me taire. Cette phrase n'était pas seulement un adieu. C'était un signe. Un message laissé à la seule personne qui, croyait-elle, la chercherait encore, elle. Sarah tapota son stylo sur son carnet. S'il voulait parler, qu'est-ce qui l'a fait taire? Il se tourna vers le classeur et en sortit les vieux papiers, des copies de l'enquête de 1977. Les noms des enquêteurs. Les déclarations des témoins. La liste des biens laissés par le révérend Elijah à un journal personnel manquait. Sarah se souvenait, Elijah portait toujours un petit carnet noir sur lui. Mais il ne figurait pas sur la liste des objets confisqués. Une anomalie. Il a souligné la note dans le dossier, aucun effet personnel n'a été trouvé à l'extérieur du bureau. Il ajouta à côté d'elle, ou bien ont-ils été pris à l'avance. Dehors, le vent nocturne soufflait à travers les arbres. Le vent murmurant était comme un rappel que le passé n'était pas mort, attendant juste que la bonne personne le remue. Sarah se redressa, ses yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été ce matin-là. La peur en elle avait cédé la place à quelque chose de plus clair, un objectif. S'ils ne rouvrent pas le dossier, je le ferai pour eux, murmura-t-il. Sarah a marqué un point rouge sur la carte, l'arbre où le sac a été trouvé. Ci-dessous, il écrit, le véritable point de départ. Il a verrouillé la porte, éteint les lumières et est allé dans sa chambre. Pour la première fois depuis 27 ans, il n'a pas rêvé de cette nuit fatidique. Au lieu de cela, elle rêvait d'Ellie, debout dans les bois, tendant la main, comme pour lui indiquer le chemin. Sarah a quitté la maison après une nuit passée à décrire chaque détail. Sur le siège passager se trouvait le carnet dans lequel il écrivait, un schéma de l'emplacement du sac, des photos de la scène, les notes d'Elia et des questions qu'il soulignait à l'encre rouge. Pourquoi enterrer? Qui a vu Ellie pour la dernière fois? Qui avait la clé du bureau quand il a disparu? Elle a décidé de commencer là où son mari a travaillé pendant de nombreuses années avant de disparaître avec Grace, l'église baptiste Mount Olive. Le chemin de terre menant à l'église n'avait pas changé. Le long de la vieille clôture en bois recouverte de mousse, Sarah arrêta la voiture un instant. De loin, l'église ressemblait à une boîte gris-blanc isolée dans un grand champ, ses tuiles de toit décolorées, ses fenêtres poussiéreuses, son clocher silencieux. Cet endroit était autrefois le centre de la communauté d'Eldridge. Quand Ellie était vivant, chaque dimanche, les cloches rassemblaient tout le monde, les hommes en costume, les femmes en longue robe, les enfants rieurs. Mais maintenant, seules quelques personnes âgées venaient à l'église, la plupart avaient déménagé ou ne s'en souciaient plus. Sarah monta sur le porche et ouvrit la vieille porte en bois. Les charnières grinçantes étaient comme les gémissements de souvenirs oubliés. À l'intérieur, l'église était propre mais sans vie. Un homme disposait des livres de prière près de la chaire. Il s'est retourné lorsqu'il a entendu des pas. « Sarah Freeman » demanda-t-il, sa voix douce et chaleureuse, presque enchantée. Sarah hocha la tête. « Bonjour, Harold. » Le pasteur Harold, aux cheveux gris, grand, vêtu d'un costume gris clair, avait toujours la même apparence digne qu'avant. « J'ai entendu parler du sac dans les bois,
dit-il doucement. Je suis vraiment désolé si cela a ravivé de vieilles blessures et vous a causé à nouveau de la douleur. Je n'ai jamais cessé de souffrir, Harold, répondit Sarah succinctement. L'air s'est arrêté un instant. Le révérend George entra par le côté, se frottant les mains, souriant d'une oreille à l'autre. Contrairement à Harold, George semblait énergique, avec un sourire amical sur son visage. Ses yeux bougeaient constamment, ne s'arrêtant jamais assez longtemps pour que les autres ressentent la vérité. Oh wow, Sarah Freeman. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Tu as l'air en pleine forme. C'est dommage de se revoir dans de telles circonstances, il allongea la voix, souriant et secouant la tête comme s'il était triste pour elle. Sarah a juste souri poliment. Il n'est pas venu ici pour socialiser. Je veux retourner dans l'ancien bureau d'Elia. J'ai quelques points à régler. Si ça ne te dérange pas. Un instant de silence. Harold regarda George. George haussa les épaules, toujours souriant, mais incapable de dissimuler le froncement de sourcils qui traversa son visage, comme si son plan avait été interrompu. Bien sûr, dit Harold. Même si, personne n'a utilisé cette pièce depuis longtemps. Nous l'avons fermée à clé pour plus de sécurité. Mais tu es la femme d'Elia, tu en as le droit. Il sortit la clé du placard et la lui donna, puis la suivit jusqu'au bureau d'Elia. L'ancien bureau se trouvait au bout du couloir, derrière la chaire. Sarah ouvrit la porte. La petite pièce sombre sentait le vieux papier et le bois moisi. La chaise en bois recouverte de cuir sur laquelle Elia s'asseyait était toujours à table. Il entra, toujours sans rien toucher, scrutant chaque détail du regard. Harold se tenait derrière, les bras croisés. George se tenait devant la porte, sifflant doucement, faisant semblant de regarder les tableaux accrochés au mur. Sarah ouvrit le tiroir du haut du bureau vide. Le deuxième tiroir contenait des livres de prière et des cantiques. Le troisième tiroir était coincé. Elle dut tirer fort. À l'intérieur se trouvait une pile de papier brouillon, la vieille couverture noire. Sarah la sortit avec précaution, s'assit à la table et la feuilleta. À l'intérieur se trouvaient les relevés de dépenses de l'église 1976-1977. Il y avait des notes concernant les dépenses pour l'entretien du matériel, l'amélioration du son, les services de sécurité spéciaux. Pas de factures originales, pas de signature. Le montant était 3 à 5 fois plus élevé que d'habitude. Sarah fronça les sourcils. Elle le nota avec son stylo. Ce document n'est pas dans les archives, dit-il sans lever les yeux. Peut-être que des gens l'ont oublié. Répondit calmement Harold. George l'interrompit, tu sais, Sarah, cette pièce a servi de débarras pendant plusieurs années. Peut-être qu'on y a mis quelque chose par erreur, ou qu'on l'a oublié. Sarah plia le papier, se leva et fit face aux deux hommes. Je ne pense pas qu'Elia l'ait oublié. Je pense qu'il l'a gardé pour une raison. Harold et George ne répondirent pas. Un lourd silence s'installa. En quittant l'église, Sarah s'arrêta devant un grand tableau accroché dans le hall principal, une photo de groupe prise à Noël 1976. Elia se tenait au milieu, la main posée sur l'épaule de Grace. Harold était à gauche, George à droite. Le regard de Sarah s'attarda sur les deux hommes. Elle se souvint du regard d'Harold à travers la pièce, bien qu'il parlât calmement, il refusait de la regarder. George s'efforçait toujours de paraître occupé, parlant vaguement, mais ses yeux étaient constamment fixés sur le document qu'elle tenait. De retour chez elle, Sarah étala la note de frais sur la table. Elle souligna les dépenses importantes et inexpliquées. Sur la première page, elle ajouta « Ellie savait ». Et il savait qu'il savait. Elle n'avait aucune preuve tangible, mais ses premiers indices la confortèrent dans une certitude, l'église cachait une partie de la vérité. Et Sarah serait la dernière à les forcer à la révéler. Il était tard dans l'après-midi lorsque Sarah retourna à la maison en bois, au bord des bois. La lumière du soir filtrait à travers les vitres poussiéreuses, projetant des traînées oranges sur le vieux parquet. L'air était étrangement calme, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant une révélation.
Elle posa son sac sur la chaise, ôta son manteau et entra dans la salle des souvenirs, où elle conservait son passé et celui d'Elia dans des cartons numérotés. Elle ne les avait jamais ouverts depuis sa disparition. Aujourd'hui, elle devait le faire. Sarah tira la plus grande boîte vers le centre de la pièce. La poussière collait au bord, mais l'étiquette noire était toujours lisible, _LIE 1976 à 1977. Elle ouvrit le couvercle, révélant des couches de papier, de livres et de classeurs. Il y avait des sermons imprimés, des lettres à la congrégation, quelques bibles avec des passages marqués, et un petit carnet, recouvert de cuir noir, à reliure spirale, dont le cordon était déjà pourri. Elle le reconnut aussitôt. Le journal d'Elia. Sarah ouvrit délicatement le carnet. La première page était datée de mars 1977. Son écriture soignée, légèrement penchée vers la droite, était encore très claire, comme si elle avait été écrite la veille. Elle s'assit, ouvrit le livre au milieu, là où le marque-page était cassé. Une note la fit s'arrêter un long moment. Si vous refusez de vous repentir, je parlerai devant l'Assemblée. Je ne peux pas rester silencieux face aux méfaits. Dieu aime la vérité, pas les saints masques. Sarah sentit son cœur se serrer. Ces paroles n'étaient plus celles d'un pasteur exprimant ses sentiments quotidiens. C'était un avertissement. Un plan. Un serment. Il poursuivit sa lecture. Les pages suivantes contenaient des observations fragmentaires. Fonds d'amélioration du son, $5200 dépensés, aucun équipement importé. Harold a signé 3 reçus de dépenses, mais n'a pas fourni de raison. Documents financiers confisqués au bureau. George s'est évadé. Sarah marqua une pause, sortant les notes financières de la veille. Elle compara les chiffres. Ils correspondaient. $5200. Harold. Pas de matériel importé. Elia le savait. Il avait fait ses recherches. Et il se préparait à entrer en bourse. Sarah se leva et arpenta la pièce, non pas par confusion, mais parce qu'elle devait agir pour retrouver son calme. Ce qu'elle tenait dans ses mains n'était pas seulement un souvenir, mais une déclaration inexprimée, la preuve d'un complot caché depuis 27 ans. Assis à son bureau, il dépliait son journal, ses notes de frais et des copies de vieux rapports. Chaque élément était une pièce du puzzle. Il nota dans son carnet. Élie soupçonnait des détournements de fonds au sein de l'Église. Il a surveillé les finances. Il avait l'intention de révéler la vérité. Puis il a disparu. Grace aussi. J'ai vu les yeux d'Harold. L'expression de George. La façon dont ils ont bloqué la porte. Ils ont peur que le passé revienne. Il a souligné une ligne dans le journal d'Élie, « Je ne peux pas rester silencieux face aux méfaits ». Puis il a écrit, « C'est maintenant mon tour de parler ». La nuit commençait à tomber. Sarah sortit son téléphone. Elle fouilla dans ses anciens contacts, s'arrêtant sur un nom qu'elle avait oublié depuis des années, Carl Jennings. Le seul ancien enquêteur à avoir trouvé la disparition d'Elia suspecte. Il fut dessaisi de l'affaire après seulement 3 semaines d'enquête, suite à une restructuration du personnel. Sarah se souvenait très bien du jour où il était venu chez elle en 1977. Il avait apporté un carnet, posé de nombreuses questions et noté chaque détail. Mais il disparut ensuite de l'affaire, comme si quelqu'un l'avait délibérément écarté. Sarah appuya sur le bouton d'appel. Après plusieurs sonneries, la voix d'un homme plus âgé se fit entendre, légèrement rauque mais toujours forte, Jennings à l'appareil. « Carl, c'est moi, Sarah Freeman. » Silence. Puis il dit doucement, prudemment, « Je suppose que vous voulez parler du sac récemment retrouvé dans les bois. J'ai besoin de te voir. Demain. » D'accord. Sarah raccrocha. Elle plia le journal, la main toujours posée sur la couverture en cuir, comme si elle tenait un morceau de l'âme d'Elia. La faible lumière de la lampe éclairait les papiers aux autant de preuves éparses qui commençaient à se rassembler. Et cette fois, il ne parviendrait pas à la réduire au silence. Sarah prit la route le lendemain matin,
suivant le chemin de terre quittant Eldridge. La faible lumière matinale perçait à travers les pins centenaires, mais cela ne suffisait pas à apaiser la tension qui la rongeait. Dans son sac, elle transportait le journal d'Elia, les notes financières et quelques photos du sac enfoui. Chaque objet était désormais comme une brique sur son chemin et la personne qu'elle allait rencontrer serait peut-être la dernière à assembler ces briques. La maison de Carl Jennings était nichée entre deux petites collines, derrière une dense forêt de chênes. La maison en bois de plein pied, petite mais soignée, était entourée d'une clôture en bois et d'un petit jardin soigneusement entretenu. Il y avait quelque chose dans la façon dont ce lieu existait solitaire, tranquille, préservé de la ville qui laissait penser à Sarah que Carl était resté lui-même après toutes ces années. Après un moment de silence, un homme grand d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris, portant une chemise simple et un jean délavé, apparut. Il regarda Sarah longuement, comme pour confirmer son retour. « Je pensais que tu serais là plus tôt, » dit Carl, la voix rauque. Sarah a répondu. « J'ai apporté ce que tu as besoin de voir. » Carl l'invita dans le salon. Tout y était rangé comme s'il était encore chercheur, des cartes locales au mur, des tiroirs contenant des dossiers, des étagères pleines de documents. Dans un coin de la pièce se trouvait une grande table sur laquelle s'empilaient des papiers, non par hasard, mais dans un ordre intentionnel. « Je n'aurais jamais pensé qu'Elia était partie, » dit Carl après lui avoir versé une tasse de café. « Et je n'oublierai jamais ton regard ce jour-là. Une personne qui ne croit pas que son mari est parti est une personne digne de confiance. » Ils ont dit que j'étais trop émotive, pas sobre, sourit faiblement Sarah. Mais ils ont oublié que les sentiments d'une épouse sont souvent justifiés. Sarah ouvrit son sac et donna à Carl un exemplaire du journal d'Elia. Carl lut chaque page en silence, son regard se durcissant peu à peu. Arrivé à la ligne suivante. « Si tu refuses de te repentir, je parlerai devant l'Assemblée. Je ne peux pas rester silencieux face aux méfaits. » Il leva les yeux et dit doucement, son regard parcourant lentement plusieurs fois la scène avant de se tourner vers Sarah. Il le savait. Et il était peut-être très proche de la vérité. Sarah hocha la tête. « J'ai trouvé des notes financières qui correspondent aux chiffres du journal. Les noms d'Harold et de George y figurent. J'ai peur, Carl. Mais je vois aussi une chose clairement, ils ne veulent pas que la vérité soit à nouveau mentionnée. » Carl se leva, se dirigea vers le classeur métallique, le déverrouilla et en sortit un épais dossier marqué « Freeman au nom résolu. » Voici une copie du dossier original que j'ai conservé avant d'être retiré de l'affaire. Certains éléments ne figurent plus dans les archives de la police. Sarah prit chaque page et la lut attentivement, les déclarations liminaires de certains paroissiens, un plan de l'église, le programme d'Elia durant ces derniers jours. Mais ce qui retint son attention fut une photo en noir et blanc inédite. La photo montrait Elia aux côtés d'Harold et de George le 10 octobre 1977, 3 jours seulement avant sa disparition. Elia ne souriait pas. Son visage était tendu, son regard hors champ. Harold tenait Elia par l'épaule, comme dans un geste amical, mais il y avait quelque chose de contrôlant dans son regard. George, comme d'habitude, souriait largement, mais ne regardait pas la caméra. Cette photo n'a jamais figuré dans les archives officielles, a déclaré Carl. Je l'ai récupérée dans la collection personnelle d'un paroissien. Une semaine après la disparition d'Elia, sa famille a quitté la ville sans prévenir. Penses-tu qu'ils ont été menacés ? Demanda Sarah. Je crois qu'ils savaient quelque chose. Et ils ont été obligés de se taire. Carl posa la photo, puis sortit un plan du cimetière de l'église Mount Olive. Le papier était jauni, mais il y avait encore un cercle rouge dans un coin, la parcelle numéro 17. J'avais l'habitude de prêter attention à cette tombe. Elle est indiquée comme celle du chien d'un paroissien nommé Trenton, mais il n'y a aucun acte d'inhumation valide. Pas de gardien, pas de visiteur. Plus étrange encore, la date d'inhumation tombe 2 jours seulement après la disparition d'Elia. Sarah fixa le point rouge, sentant un frisson lui parcourir l'échine. En partie parce que ce soupçon était si proche de la vérité, en partie parce qu'elle n'y avait jamais pensé. Elia aurait pu être enterrée là.
J'ai toujours soupçonné que ce n'était pas la tombe d'un chien, dit doucement Karl. Et maintenant, avec le sac enterré à près de 16 kilomètres, je crois que nous avons raison. Sarah se leva et attrapa la carte. Elle regarda Karl, puis dit d'une voix étrangement calme. S'ils ont enterré le souvenir, alors je le déterrerai. Karl hocha la tête, ses yeux montrant quelque chose de différent, plus de fatigue, mais une volonté ravivée. Ils se disputèrent un peu, puis décidèrent d'aller au cimetière de l'église le lendemain. Sarah alla se préparer. 3 jours plus tard, le ciel au-dessus d'Eldridge était plongé dans l'obscurité, la faible lumière de la lune filtrant silencieusement à travers les nuages gris. À l'orée du cimetière de l'église Mount Olive, 2 silhouettes étaient accroupies sous la clôture, Sarah et Karl. Ils restèrent silencieux pendant le trajet. Chacun avait ses propres pensées. Mais ils comprenaient tous deux une chose, s'ils y allaient de jour, ils ne seraient jamais autorisés à examiner ce terrain de près. Personne à l'église ne voulait que l'on perturbe ceux qui avaient été enterrés. Karl étala le plan du cimetière sur le capot de la voiture. Il tenait également une photo satellite imprimée depuis Google Earth. À la faible lumière de la lampe de poche, ils comparèrent l'emplacement de la parcelle 17, où Karl avait tourné au feu rouge, avec l'état actuel du terrain. Coin sud-ouest, près du mur de briques. Il y a 2 tombes de chiens répertoriées, mais une seule porte une pierre tombale, fit remarquer Karl en murmurant. Sarah regardait dans cette direction. L'herbe lui arrivait aux chevilles, et personne ne s'en occupait. 2 petites pierres tombales étaient cachées derrière les buissons, l'une portait l'inscription « Buddy 1975-1977 », l'autre n'était qu'une pierre blanche. Sarah sentit sa peau se glacer, non pas à cause du vent nocturne. Ils s'approchèrent, Karl utilisant une petite pelle pour sonder le sol. La terre était étonnamment meuble, facile à creuser, comme si elle avait été creusée et remblayée. Sarah fit un pas en arrière, ses yeux posés sur la pierre blanche. Pas de nom gravé. Pas de date. Juste une pierre posée dessus. Comme pour le marquer sans laisser de traces. Karl hocha la tête. J'ai déjà vu ça dans de vieux cas. La personne qui cachait le corps n'avait pas le temps de construire une fausse tombe complète, il lui suffisait de la marquer elle-même. Tu crois que Grace ou Elia est là-bas, demanda Sarah, la voix légèrement tremblante. Karl resta silencieux. Il ne voulait pas deviner, pas avec Sarah. Juste à ce moment-là, une branche se brisa au bord du cimetière. Ils se retournèrent tous deux rapidement. Dans la faible lumière de la lanterne, ils aperçurent un homme caché derrière les saules pleureurs. Karl s'approcha, la voix grave. Qui est là? L'homme ne répondit pas, mais ne courut pas. Alors que Karl s'approchait, il sortit de l'ombre. Un vieil homme à la barbe blanche, coiffé d'une vieille casquette de baseball, tenant une cigarette éteinte. Son regard était profond et soupçonneux. Je sais ce que tu fais, dit-il. Et je sais aussi que je ne devrais pas m'en mêler. Mais, j'ai entendu ce nom. Elia Freeman. Karl s'arrêta et hocha légèrement la tête. Qui es-tu? Je m'appelle Luther. J'ai travaillé comme charpentier à l'église du Mont-Olivet pendant près de 20 ans. Après ça, j'ai démissionné. Sarah l'observa attentivement. Ce nom était apparu à plusieurs reprises dans le dossier d'Elia, mais il n'avait jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Un nom au-dessus de tout soupçon, jusqu'à présent. Pourquoi te soucies-tu d'Ellie? Demanda Sarah. Luther hésita. Il parcourut le cimetière du regard, comme s'il craignait d'être observé. Puis il dit doucement. Ce n'est pas un endroit pour dire la vérité. On se retrouve demain matin. La scierie derrière la route 12. Je vais te raconter ce que j'ai vu il y a 27 ans. Le lendemain matin, dans l'ancien atelier de Luther, l'atelier n'était pas grand, l'odeur du bois, de la sueur et de l'huile de machine se mêlait. Luther attendit, une tasse de café léger à la main, sans rien dire jusqu'à ce que la porte soit fermée à clé. Je ne suis pas quelqu'un qui se mêle de tout, commença-t-il. Mais je sais me taire. Je le fais toujours. C'est juste que...
Monsieur Elia était un homme gentil. Et je n'aurais pas dû me taire. Sarah et Karl restèrent immobiles, attendant qu'il continue. Un soir de fin octobre de cette année-là, Georges m'a appelé pour réparer une partie de l'entrepôt derrière l'église. Il m'a dit qu'il y avait eu un cambriolage et qu'il fallait sceller le sous-sol pour protéger la propriété. Étrange, mais j'ai accepté, en payant comptant à l'avance. « Tu es arrivé vers minuit ?» demanda Karl. Je suis arrivé vers minuit. Les lumières du couloir étaient encore allumées, la porte du débarras ouverte. Georges était là, personne d'autre. Il poussait un grand chariot, recouvert d'une bâche. Ce qu'il y avait en dessous était très lourd. Je l'ai aidé à descendre les marches jusqu'au sous-sol. Sarah retint son souffle. « Tu as vu ce qu'il y avait en dessous ?» Luther secoua la tête. J'ai demandé, et il m'a répondu que c'était une vieille chaire cassée, prête à être jetée. Mais une chaire en bois ne serait pas si lourde. Et il n'y avait aucune raison de la déplacer au milieu de la nuit. Karl se pencha en avant et demanda. « Ce sous-sol est-il toujours là ?» Je ne suis pas sûr. Des années plus tard, j'ai entendu dire que l'église l'utilisait pour stocker de la nourriture, puis l'avait enfermée. Mais je pense que ce qu'il a caché cette nuit-là n'était pas du bois. Sarah regarda Karl. Un éclair illumina ses yeux. Chaque détail, le sac dans les bois, les notes du journal, les finances de l'église, la photo des 3 hommes, la tombe anonyme avait désormais un point commun évident, le sous-sol de l'église. Si Elia ou Grace ont déjà été cachés, alors le sous-sol aurait pu être le premier endroit, dit-il doucement. Karl hocha la tête. Il faut qu'on aille voir cet endroit. Et cette fois, on n'est pas les seuls. Dehors, une légère bruine commença à tomber. Sarah serrait la sacoche en cuir contenant le journal d'Elia. Karl alluma une cigarette, tournant son visage vers la fenêtre de l'atelier. Luther se resservit du café en disant doucement, ne les laissez pas tout nettoyer avant leur arrivée. Puis, prenant une autre longue bouffée, il continua, tu peux aller à la maison de retraite et trouver Madame Anne. Bien qu'elle soit vieille et qu'elle ait une mauvaise mémoire, elle pourrait peut-être te dire quelque chose. Sarah et Karl dirent alors au revoir au vieil homme et rentrèrent rapidement chez eux pour se préparer à partir pour la maison de retraite. L'après-midi du 3e jour, Sarah s'arrêta devant la maison de retraite Southfield. Le bâtiment de 2 étages en briques rouges semblait calme et paisible, avec des rangées d'érables jaunissants devant le portail. Elle prit une grande inspiration, serrant contre elle une vieille photo tirée des archives de Karl, une photo de famille d'Elia à Noël 1976, avec Grace en robe rouge, debout à côté de ses parents. Ruth Ann était autrefois le bras droit du pasteur, elle prenait des notes, gérait les dossiers et contactait les paroissiens. Après la disparition d'Elia, elle a démissionné brusquement, sans que personne ne la questionne. Sarah se souvenait encore de cette petite personne, vive, intègre et dévouée à chaque cause. La chambre de Ruth Ann était au 2e étage, au bout du couloir. L'infirmière expliqua que la femme âgée souffrait de démence à un stade précoce. Parfois, elle était lucide, parfois elle disait des bêtises. Sarah n'en attendait pas beaucoup, mais il fallait qu'elle essaie. La porte s'ouvrit, la pièce était simple, avec quelques vieilles photos accrochées au mur. Ruth Ann était assise près de la fenêtre, tricotant, le regard perdu dans le jardin embrumé. Sarah s'approcha lentement. Sans se presser. Ruth. Je suis Sarah. Sarah Freeman. La femme d'Elia. La vieille femme ne réagit pas. Sarah s'assit près du lit et sortit la photo. Tu te souviens d'eux? Elia. Et de la petite Grace. Les mains qui tricotaient s'arrêtèrent. Ruth Ann regarda la photo, son regard initialement terne changeant soudain. Un souffle étranglé la quitta. Elle tendit les mains tremblantes, effleurant la photo d'Elia, puis celle de Grace. Et elle se mit à pleurer. Personne ne l'a entendue. Murmura Ruth Ann, les yeux fixés sur la photo. Ils l'ont fait taire, comme on ferme les classeurs à clé et on jette les clés dans le puits. Sarah resta immobile. Elle sortit son téléphone et enregistra en secret.
Tu peux m'en dire plus, Ruth? Qui l'a verrouillé? Quel dossier? Ruth secoua la tête, reculant, comme si quelqu'un l'avait tiré hors de sa mémoire. Non. Je ne devrais pas. Ils m'ont dit de le réécrire, puis de le sauvegarder. Je ne suis qu'une dactylo. Sarah adoucit la voix. Je sais que tu n'as rien fait de mal. J'ai juste besoin de savoir. Qu'est-ce qu'Elia comptait faire ce jour-là? Pourquoi a-t-il disparu? Ruth pencha la tête, d'une voix aussi faible que le vent, il a trouvé des documents financiers falsifiés. Il voulait les lire à toute l'assemblée. Harold a changé la serrure de la salle des archives. Il n'avait pas de nouvelles clés. Cette nuit-là. Grace hurlait dans la salle paroissiale. Je l'ai entendu. Mais je ne suis pas sorti. Je n'ai pas osé. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Tu es sûr que c'était la voix de Grace? C'était elle. Ruth hocha la tête. J'ai entendu des pas qui couraient, puis quelqu'un qu'on traînait. Il y a eu un bruit de bris. Puis le silence. Elle leva les yeux, comme un enfant implorant son pardon. Je n'ai rien fait. Sarah lui prit la main. C'est bon. Tu m'aides maintenant. Au même moment, chez Carl Jennings, il examinait des copies des documents financiers de 1977. Un détail le laissa perplexe, il y avait 2 versions du relevé de fin d'année, toutes 2 imprimées par le bureau de l'église et signées par Harold. Mais l'encre, l'épaisseur des lignes et l'inclinaison des lettres étaient complètement différentes. Carl sortit une loupe et examina la signature du « Rev. Harold Simmons ». Une version penchait à gauche, nette, l'autre à droite, tremblante et faible. Il s'agissait clairement d'une fausse signature. De plus, la version portant la fausse signature mentionnait une dépense de $3000 pour « service de rénovation de la salle paroissiale ». Carl la compara à l'original, il n'y avait aucun élément de ce genre. La signature a été falsifiée, murmura-t-il. Et les documents ont été modifiés au moment même où Elia voulait rendre l'affaire publique. Carl fit circuler le faux, puis appela Sarah. J'ai quelque chose. Les preuves financières ont été fabriquées. Sarah répondit au téléphone dans la cour de la maison de retraite. J'ai aussi des nouvelles. Ruth a confirmé, Harold a changé la serrure de la salle des archives juste avant la disparition d'Elia. Et, il a entendu Grace crier dans le salon cette nuit-là. Carl resta silencieux une seconde, puis dit lentement, ils sont à court d'excuses, Sarah. Mais il manque encore une pièce du puzzle, où étaient cachés les corps d'Elia ou de Grace. Sans corps, personne ne peut les accuser. Fin du chapitre, Sarah regarda la photo d'Elijah tenant la main de sa fille. Le vent froid soufflait dans le jardin, emportant des souvenirs qui n'avaient jamais été apaisés. Je les retrouverai. Non pas pour me venger. Mais pour que chacun soit appelé par son nom et repose en paix. Dans ses yeux, le chagrin n'était plus quelque chose qui l'engloutissait, mais une lumière qui la guidait. Église du Mont-Olivet, vendredi après-midi. Le ciel était maussade, les nuages épais comme un linceul. Dans la petite salle de réunion derrière le sanctuaire, de faibles lumières fluorescentes éclairaient la longue table en bois. Harold était assis au bout de la table, vêtu de ses habits de pasteur, l'air calme. George était assis à sa droite, serrant sa Bible, le front perlant de sueur malgré la fraîcheur de la pièce. Sarah et Carl étaient assis en face d'eux, les papiers soigneusement empilés devant eux. Personne ne parla pendant la première minute. L'atmosphère était pesante. Finalement, Harold prit la parole, j'ai entendu dire que vous vouliez parler davantage. J'espère que ce n'est pas une nouvelle répétition de ce qui a été dit. Carl avança un exemplaire du journal d'Elia et l'ouvrit à la page où était écrit, si tu refuses de te repentir, je parlerai devant l'assemblée. Puis il plaça à côté la déclaration de Luther, accompagnée de son empreinte digitale, évoquant la voiture garée au sous-sol. En dessous se trouvait une photo des 2 documents financiers, comparant l'écriture et les signatures, avec une analyse préliminaire réalisée par un graphologue.
Un rapport imprimé était posé dessus, il est fort probable que la signature d'Harold Simmons sur le document numéro 2077 KF soit falsifiée. Sarah regarda Harold droit dans les yeux. Ce ne sont pas des choses enterrées. C'est mon mari. Ma fille. Et ce que vous avez fait pour le dissimuler. L'expression d'Harold ne changea pas. Il croisa les bras, légèrement penché en avant, la voix égale comme un sermon, tu t'accroches à des souvenirs confus et à de vieux papiers pour perturber le présent. Je comprends ta douleur. Mais nous sommes dans une communauté respectée. Pense à l'âme de ton mari, au lieu de retourner des tombes. Karl sourit faiblement. Si tu pensais vraiment à l'âme des autres, tu n'aurais probablement pas eu besoin d'engager quelqu'un pour réparer le sous-sol à minuit. George tourna la tête vers Karl. Un regard bref, mais incapable de dissimuler son hésitation. Sarah le perçut. Elle se tourna vers George. Sa voix n'était pas forte, mais ferme, tu te souviens de ce qu'Elia a écrit? Je vais te le relire. Elle ouvrit le journal et désigna la dernière ligne d'une page, s'ils me réduisent au silence, Dieu parlera à travers d'autres. George déglutit. Sarah le regarda droit dans les yeux, tu sais qu'elle a raison. Elle a découvert le mal. Elle croyait que Dieu ne laisserait pas la vérité être enterrée. Et si tu ne parles pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre parlera pour toi. Mais alors, tu ne seras pas pardonné. Silence. Harold restait immobile. Mais George le quitta du regard pour la première fois. Karl avança sa chaise. Je n'ai pas besoin que tu avoues quoi que ce soit. J'ai juste besoin que tu te souviennes d'une chose, tout ce que tu as caché commence à éclater. Et elle ne s'arrêtera pas. Karl rassembla les documents, Sarah se leva. Ils quittèrent la pièce sans un mot. La porte se referma avec un bruit froid, laissant les deux hommes assis dans la pénombre, comme dans une salle d'interrogatoire silencieuse. Ce soir-là, chez Karl. Pendant que Sarah préparait le café, Karl sortit chercher le journal. Il trouva une fine enveloppe marron glissée sous la porte. À l'intérieur, une carte dessinée à la main à l'encre bleue, hâtivement dessinée, légèrement tremblante. Pas de nom, pas de message. Juste une carte sommaire, encerclant une zone derrière le vieux cimetière. Une flèche pointait vers un petit point près d'un grand arbre, à côté des mots griffonnés, chêne mort, derrière le cimetière. Creusez là. Karl entra. Sarah prit le papier, les yeux brillants. La carte était humide, l'encre légèrement tachée, mais encore lisible. Sarah la plia, la voix déterminée. On y va. Avant qu'il n'efface la dernière trace. Karl rangea le petit pistolet dans son étui. Ce n'était plus un jeu de raisonnement. Il était temps d'affronter la vérité par l'action. Ce n'était pas tout à fait clair à leur arrivée. Karl portait la lampe torche, Sarah la carte et le journal d'Elia dans la poche de sa veste. Tout était mouillé après la pluie de la nuit précédente. La boue collait à leurs chaussures, l'air était lourd de l'odeur des feuilles pourries et du temps. Le chêne mort était facile à repérer, un énorme tronc creux, recouvert d'un côté par des champignons blancs. En dessous, des mauvaises herbes poussaient à l'état sauvage, longtemps restées intactes. Juste ici, dit Karl. Au bon endroit sur la carte. Sarah hocha la tête. Karl sortit la pelle du tronc et commença à creuser. Chaque couche de terre retournée était une année cachée. Sarah s'agenouilla pour l'aider, les mains tremblantes non seulement de fatigue, mais aussi de ce qui allait arriver. À moins de 60 cm de profondeur, la pelle de Karl heurta quelque chose de dur. Un vieux sac en tissu presque pourri. Ils retirèrent soigneusement la terre environnante, tirant du fond du trou un paquet de tissu sale, imprégné d'une odeur de métal, de moisissure et de mort. Sarah l'ouvrit et se retira, les larmes aux yeux. À l'intérieur se trouvaient des ossements humains, un morceau de reliure en cuir déchiré et un vieux carnet pastoral, dont le dos était brûlé et les pages tachées de sang. Karl retira ses gants et tourna soigneusement les pages. La plupart étaient illisibles. Mais une page au milieu portait encore des mots en gras. Sous la lampe torche, les mots apparurent, griffonnés,
comme écrit avec douleur, je leur pardonne. Mais la vérité doit être dite. Sarah ne put se lever immédiatement. Elle s'agenouilla, serrant la page ensanglantée du carnet de son mari, inclinant la tête comme pour insuffler de la chaleur à ceux qui restaient. Karl posa sa main sur son épaule ou un partage qui se passait de mots. « Il faut appeler la police, dit-il doucement. Maintenant, ils ne peuvent plus l'ignorer. » La police arriva dans l'heure. Cette fois, pas de regard suspicieux, plus de « l'affaire est trop ancienne ». Les preuves étaient claires, concrètes et irréfutables. Le service de police d'Eldridge ouvrit une enquête le jour même. Le carnet pastoral, les restes et les reliures furent transférés pour examen. Karl fournit le journal d'Ellie, la déclaration de Luther, l'analyse financière et les faux documents. Des mandats d'arrêt furent émis contre Harold Simmons. Lorsque la police arriva à l'église, Harold était encore en train de célébrer les offices du matin. Il n'opposa aucune résistance. Mais une fois menotté, il garda un ton décontracté, « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » Ils ne comprennent pas. L'église a besoin de calme. Un policier dit doucement, « Maintenant, le tribunal comprendra. » George n'était pas chez lui. Karl prévint immédiatement la police des frontières. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba, George avait été arrêté alors qu'il tentait de quitter l'Arkansas à bord d'un camion de location. Dans le camion, la police a trouvé des documents détruits, dont une copie du journal d'Elia et une ancienne liste de contacts paroissiens. George, menotté, baissa la tête sans dire un mot. 3 jours plus tard, la police fut autorisée à perquisitionner le sous-sol de l'église Mount Olivet. Karl accompagna l'équipe d'enquête. Sarah n'entra pas, elle resta dehors, tenant toujours le carnet pastoral, telle une ultime relique d'Elia. Le sous-sol était éclairé. La vieille peinture, tachée, s'écaillait. En dessous, des taches de sang qui avaient infiltré les murs en ciment subsistaient, même après un nettoyage chimique. Un expert médico-légal a déclaré, « Il y a des traces de sang humain répandues ici, concentrées près de l'escalier. Et c'est du sang ancien, très ancien. » Mais il n'a pas disparu. Des échantillons de sang ont été prélevés. Quelques jours plus tard, les preuves sont revenues, l'ADN correspondait à celui de Grace Freeman, la fille d'Elia. Le chef de la police a appelé Sarah personnellement. « Madame Freeman, nous allons porter l'affaire devant le parquet. Les preuves sont désormais suffisantes pour inculper Harold Simmons et George Taylor de meurtre au premier degré, destruction intentionnelle de preuves et obstruction à la justice. » Sarah ne posa qu'une seule question, « On peut les réenterrer, non ?» La nuit tomba sur le cimetière d'Eldridge. Sarah se tenait sous le chêne mort, serrant le journal, près de l'endroit où le corps d'Elia était enterré désormais marqué d'une vraie pierre tombale. Karl se tenait à côté d'elle. Dans la faible lumière jaune du jour, une bouffée de sérénité flottait incomplète, mais réelle. « On a presque fini, Elia, murmura-t-elle. Mais ton histoire ne sera jamais réenterrée. » Près de 30 ans après la disparition d'Elia et Grace, la vérité éclata enfin. Ce n'était plus un murmure, plus des souvenirs fragmentés, mais un procès officiel, où les coupables devaient en assumer les conséquences. Palais de justice du comté d'Eldridge un matin d'automne. La salle d'audience n'était pas grande, mais bondée. La presse locale occupait les derniers rangs, tandis que le premier était réservé aux témoins et à la famille. Sarah était assise au 3e rang, à côté de Karl. Elle portait une simple robe noire et tenait le journal d'Elia comme une partie d'elle-même. Sur le banc des accusés, Harold et George. Harold portait un costume gris, la tête haute, le regard froid. George portait une chemise blanche froissée, sans cravate. Ses mains tremblaient, son regard fuyait tout le monde. La différence entre eux était nette, l'un croyait encore pouvoir se contrôler, tandis que l'autre s'effondrait de l'intérieur. L'acte d'accusation a été lu à voix haute au tribunal, meurtre au premier degré, 2 victimes, Elia Freeman et Grace Freeman, destruction, obstruction et falsification de preuves, détournement de fonds de l'Église et abus de pouvoir à des fins personnelles.
le procureur a présenté les preuves une par une, le journal d'Elia relatant le projet de rendre public l'inconduite, le carnet pastoral taché de sang retrouvé sous le chêne, les taches de sang correspondant à l'ADN de Grèce au sous-sol, des documents comptables falsifiés portant de fausses signatures, et les déclarations de Luther, de Ruth Anne et de plusieurs nouveaux témoins, dont des paroissiens menacés. Ceux qui étaient restés silencieux se levèrent. Un paroissien d'âge moyen, Monsieur Arthuret, qui avait été assistant comptable de l'église en 1977, témoigna « J'ai vu une importante somme d'argent retirée du fonds de charité. Quand j'ai posé la question, Harold a répondu qu'il s'agissait d'une décision commune. Mais Elia ne l'a pas signée. J'ai redemandé, et j'ai été démis de mes fonctions. » Une enseignante de catéchisme, Madame Denise, a également déclaré « J'ai entendu Grèce pleurer à l'église ce soir-là. Mais Georges a dit que c'était des histoires pour enfants. » Ces déclarations n'étaient plus enterrées. Une communauté jusque-là prisonnière d'une foi aveugle osait désormais les affronter pour la première fois. Sarah fut invitée à prendre la parole devant le tribunal. Elle se leva et marcha lentement vers le centre de la salle. La lumière blanche, venue d'en haut, l'éclairait comme une petite scène non pas pour jouer, mais pour dire des mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis près de 30 ans. Je ne cherche pas à obtenir justice pour moi-même, je retrouve la foi. Car ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas la mort de mon mari et de ma fille. Mais le fait que nous les croyions en sécurité dans une communauté morale, mais que cet endroit les ait abandonnés. Il leva les yeux vers les rangs des croyants, où beaucoup inclinaient la tête, Élie ne nous a jamais quittés. Nous l'avons quitté. Parce que nous étions trop confiants, ou trop craintifs, pour poser la bonne question. Le verdict fut rendu 2 jours plus tard. Harold Simons, coupable de meurtre au premier degré et d'entrave à la justice, fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne réagit pas, se contentant de rester là, le regard vide, comme si le monde ne lui appartenait plus. George Taylor, pour sa coopération à l'enquête et sa franchise, a vu sa peine réduite à 20 ans de prison, sans possibilité de réduction supplémentaire. Il a pleuré lorsqu'on l'a conduit hors de la salle d'audience. Personne n'a applaudi. Personne n'a applaudi. Mais tout le monde s'est levé. Un mois après le procès, Eldridge entrait dans un hiver précoce. Les feuilles tombaient partout dans les ruelles étroites. L'église du Mont-Olivet était à nouveau illuminée pour la première fois depuis près de 3 décennies, année où elle n'avait ouvert ses portes que pour la forme. Pas de baptême, pas de sermon. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une seule chose autour de laquelle se rassembler, une cérémonie en mémoire d'Elia Freeman et de sa fille, Grace. L'église Mount Olivet était illuminée par les bougies ce matin-là. Fini les hymnes solennels habituels. Plus de pasteurs debout pour prêcher. Sous la chaire en bois, une longue table recouverte d'une nappe blanche était posée entre 2 photos, Elia, résolu, le regard chaleureux, et Grace, souriant innocemment, les cheveux attachés sur le côté, tenant une poupée. Entre les 2 photos se trouvait le vieux journal d'Élie, placé dans une petite vitrine en chêne. La couverture était usée, avec des taches de sang encore visibles, mais la dernière page était aussi claire que neuve, si je suis réduit au silence, Dieu parlera à travers d'autres. Sous la vitrine, une plaque de bronze était simplement gravée, la vérité ne peut être enterrée. Tant qu'une personne ose la chercher. Toute la ville était présente. Certains étaient debout, appuyés contre l'encadrement de la porte. D'autres, assis tranquillement au fond. Les anciens croyants, ceux qui avaient quitté l'église, ceux qui avaient cru ou étaient restés silencieux. Ils n'étaient pas venus pour se faire baptiser. Ils étaient venus pour écouter. Et pour reconnaître. Karl était assis au premier rang, vêtu de son vieux costume noir, son chapeau à la main, les yeux fixés sur l'autel. Dans ses yeux transparaissait une lassitude longtemps contenue, enfin apaisée. Sarah se tenait près de la chaire, là où son mari se tenait chaque dimanche matin. Elle n'avait pas apporté de discours. Elle tenait simplement la vieille Bible, celle qu'Élie avait l'habitude de prêcher, soulignée, laissée près du lit. Il regarda autour de lui. L'église était aussi silencieuse que lorsqu'il s'était préparé pour sa première prière. Je sais que beaucoup d'entre vous ici,
croyait qu'Élie nous avait quittés. Il marqua une pause, sa voix n'étant pas pleine de reproches, mais comme celle de quelqu'un qui raconte une vieille douleur. Mais il n'a jamais quitté cette ville. Nous l'avons abandonné. Parce que nous étions trop confiants, ou trop effrayés, pour poser la bonne question. Sarah baissa la tête un instant, prit une grande inspiration, puis leva les yeux. Sa voix était ferme, mais chaque mot avait du poids. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de justice. La loi a fait son travail. Je ne suis pas non plus ici pour parler de perte. Car je n'ai pas perdu Elia. Je ne l'ai jamais perdu. Elia a laissé derrière lui l'essentiel, la vérité. Elle se tourna pour regarder le journal dans la vitrine. Elle a écrit avec son propre sang, si la vérité est enterrée, quelqu'un d'autre la déterrera. Et je ne suis qu'une épouse. Une mère. Celle qui est restée. Dans la salle silencieuse, quelqu'un se mit à pleurer. Ni fort, ni sentimentalement. Le cri de reconnaissance, celui d'une libération du poids qui pesait sur sa poitrine depuis des années. Karl baissa la tête, la main légèrement tremblante. Une femme âgée, assise dans la vieille stalle du chœur, s'approcha de l'autel et y déposa un lys blanc. Un adolescent, venant d'une maison obscure, s'approcha de Sarah et lui tendit un dessin griffonné, une image d'Élie et de Grace, main dans la main sous le chêne mort. Il n'y avait pas de cantique au service. Mais lorsque Sarah descendit de la chaire, une voix retentit, d'où on ne sait pas exactement. C'était le vieux cantique qu'Élie chantait souvent à la fin de chaque sermon, que la vérité soit une lumière, même dans les ténèbres. Par un après-midi de fin d'automne, dans un village reculé, une vieille femme lisait un vieux journal intime, la main encore tremblante, mais le regard toujours brillant. Dehors, par la fenêtre, les feuilles jaunissaient dans la cour. Et quelque part entre les lignes tendues, la voix de son ex-mari résonnait, non pas avec son, mais avec présence, on risque de nous oublier. Mais soyez toujours bienveillants pour que nous soyons toujours dans le meilleur des souvenirs.